Les mobilisations se déroulent dans l'ordre et la discipline partout en Europe. Les taux de désertion sont quasiment nuls, y compris dans les empires multinationaux qui craignaient la rébellion ou du moins des résistances de la part des minorités allogènes. Ainsi, l'on voit Tchèques et Roumains s'engager massivement dans l'armée impériale de l'Empire austro-hongrois, car ils voient dans cet engagement un moyen d'acquérir les pacifismes et antimilitarismes socialistes ou religieux s'effondrent littéralement. L'assassinat de Jean Jaurès fait basculer la SFIO dans l'Union sacrée. Albert Thomas, l'un de ses leaders, devient même secrétaire d'État aux munitions, alors qu'il était un pacifiste intégral, refusant toute guerre jusqu'en juillet 1914. Cependant, il faut très sérieusement nuancer l'impression laissée par les photographies montrant un peuple enthousiaste, acclamant les soldats partant la fleur au fusil. Les enquêtes menées par les instituteurs et institutrices montrent au contraire qu'un grand scepticisme s'empare de la population lors de la proclamation de la mobilisation générale. Aux sombres réflexions et aux doutes succède la résignation, ferme mais angoissée. La communauté villageoise, démunie de ces hommes valides en pleine période de moisson, doit avant tout penser à organiser le travail des champs, tandis que les mobilisés font avec courage et sérieux leur devoir. Au départ vers le front, les hommes devenus militaires, désinhibés par l'alcool, prennent un air bravache et ne peuvent faire triste mine devant l'objectif des rares et peu discrets photographes. Donc il faut voir qu'on n'est pas du tout dans la situation d'aujourd'hui où on prend des photographies à l'improviste, etc. Ces photos sont des photos non pas truquées, mais des photos pour lesquelles on pose. Et donc, il convient de faire bonne figure pour la postérité. Une nouvelle sociabilité virile se met déjà en place. On est donc là déjà dans l'esprit de camaraderie nécessaire pour faire face à l'épreuve terrible qu'ils vont affronter. La réussite initiale du plan Schlieffen et l'avancée rapide des troupes allemandes en Belgique puis en France du Nord permettent à l'État français de développer une propagande insistant sur la nécessité d'une mobilisation totale pour sauvegarder la République et la patrie, ralliant ainsi toutes les tendances du spectre politique. La diffusion dans la presse d'informations alarmistes concernant les atrocités allemandes en Belgique et dans le nord de la France renforce le nationalisme et la volonté de s'opposer au 1. En France, les surnoms péjoratifs pour désigner les Allemands sont multipliés pendant la Première Guerre mondiale. Quelques exemples et leur signification. Les Huns, bien sûr, font référence à ces envahisseurs du IVe siècle qui chassèrent tous les peuples germains, qui finirent par envahir l'Empire romain occidental et conduisirent à sa chute. Mais l'on trouve aussi des sobriquets comme Bosch, tête de bois, Schleu, diminutif de Deutsch, fait en fait référence à une tribu berbère particulièrement hostile à la colonisation française au Maroc, Vert de gris, Fritz, casque à pointe, Spunz, autant de mots auxquels se rajoutèrent des sobriquets comme Dorifort pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en Allemagne, ces sobriquets concernant les Français n'existent pas. On voit donc là une diffusion d'une image extrêmement négative de l'adversaire, que l'on décrédibilise par le discours,